podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin, Jonathan. Bon matin, Simon. Avant de peser sur le Python Record, tu as dit que c'est trop difficile, c'est trop compliqué la technologie de nos jours. Oui, exact. C'est ça. C'est une chose simple, des fois, on est en 2025 maintenant, puis on se dit pourquoi est-ce que ça, c'est pas simple encore? Je sais pas toi, mais moi, on patauge tellement là-dedans que quand il y a quelque chose qui est comme qui fonctionne pas comme je veux, là, je deviens tellement frustré. Là, je peux devenir irritant. Là, je suis irrité là, quand ça marche pas. Là. On est habitué que ça soit quick and snappy. Et de plus en plus, en 2025, ça va l'être encore plus snappy. Bonne année, Ben oui, bonne année, man. Écoute, bien content qu'on poursuive l'aventure encore cette année. Je pense que ça va être chouette. Ça va être une année qui va être assurément remplie de découvertes et de nouveautés au niveau de la tech, ça c'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être plus que ce qu'on pouvait se l'imaginer. Donc, très chouette, bien content qu'on puisse s'amuser encore là-dessus. Vraiment, puis pendant le temps des fêtes, j'ai eu un petit peu de temps, j'ose croire toi aussi, puis tellement de stock qui a déferlé, là. Habituellement, j'ai besoin d'aller dans le bois 2-3 fois par année, juste comme pour me clairer la tête, là, pour être. Mais là, j'ai comme. Si tu tombes dans le rabbit hole de checker ce qui sort à tous les jours en frais de tech, là, il y a de quoi virer dingue. Complètement dingue dans ce moment-là. Ben oui, parce qu'en plus, c'est le CES qui vient de se terminer la semaine dernière. Donc, CES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Consumer Electronics Show. Ouais. C'est la grand-messe, dans le fond, de la tech. Donc, les grands fabricants viennent généralement présenter des nouveaux joujoux, viennent présenter des nouvelles technos qui vont être lancées généralement dans l'année du CES, ou sinon viennent présenter littéralement des prototypes aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'impressionner la galerie au CES. Donc, la majorité des médias se retrouvent là-bas, puis c'est le Festival des grandes annonces. Puis l'idée, c'est toujours de voir qui sera le grand champion du CES, quelle entreprise aura ou fera parler le plus d'elle. Donc, assurément, cette année, je pense qu'avant même le CES, il y avait des grandes attentes du côté de NVIDIA. Oui, absolument. Évidemment, avec tout ce qui se brasse côté AI, etc. Donc, on a vu ça, mais malgré tout, moi, de mon côté, j'ai vu passer des trucs de des fabricants comme Samsung, des fabricants comme Anker, qui est un fabricant chinois, que vous connaissez peut-être plus pour les écouteurs. On voit ça passer beaucoup comme produit. Fait que, bref, il y a eu une série de belles annonces vraiment très, très intéressantes. Je ne sais pas, toi, ton sentiment général par rapport à, entre autres, les annonces qui ont été faites sur tes attentes, peut-être, et versus ce qui a été annoncé, ça se situe à quoi? C'est une bonne question. À chaque année, là, tu l'as dit, c'est un peu la grande messe dont Joe et moi sommes les apôtres, là, et des millions d'autres sommes les apôtres, là, d'aller voir ce qui se passe au niveau tech. Mes attentes, on dirait que j'ai plus tant d'attentes, en ce sens où il y a beaucoup de crap à chaque année. Fait qu'il faut savoir trouver les petites pépites intéressantes parce que bien que Joe et moi ne l'avons pas marché encore. Un jour, ce sera un jour, en fait, c'est sur ma bucket list. Donc, c'est sûr que ça va arriver, Joe. Donc, d'ailleurs, je t'ai envoyé un message pendant le temps des fêtes. D'après moi, il faudrait, si on monte ça à 10 000 followers, là, on va être capable de t'accréditer journaliste tech, puis on va y aller. Ça serait cool. On va se trouver une petite subvention quelque part. Là. D'ailleurs, si quelqu'un nous écoute et a des subventions proches pour nous envoyer au CES 2026, regarde, on est ouvert. On va partir en Patreon, d'ailleurs. Yeah. Mais donc, mes attentes, c'est ça. C'est qu'à chaque année, il y a énormément de trucs cool, mais de trucs qui épatent la galerie, mais qui ne sont pas si impactants. Puis, tu sais, quand on a certaines intersections, c'est pour voir un peu comment la tech va impacter la société. Fait que il y a du bruit dans ces événements-là. C'est mon point principal. Parmi le bruit, par contre, il y a des petites pépites d'or. Mes attentes, c'est sûr que moi, je m'attendais à avoir énormément de un stamp de AI, Approve AI Everywhere, This has been powered by AI, ce qui est beaucoup le cas. Ça, c'est certain. Beaucoup des devices qui ont été annoncés incluent maintenant de l'AI dedans. Puis, honnêtement, c'est pas toujours super bien fait. Là. Dans ce sens, c'est toujours comme on l'a mis parce que tout le monde le veut, mais
pas bien supporté, c'est pas bien géré, c'est pas bien pensé. Fait qu'il y a ça. Mais, Ouais, ben, écoute, là-dessus vas-y. particulièrement, là, si tu permets, Oui, ben oui. moi, je m'attendais à plus, dans le sens où je pense que le sentiment était insérieux avec la croissance que les AI amènent dans la tech en ce moment. J'avais comme le feeling qu'il y avait des constructeurs, puis il y avait des fabricants qui allaient arriver avec des trucs vraiment géniaux, puis qu'on allait faire comme OK, wow, ça, c'est des cas d'utilisation des AI qui sont absolument incroyables, là, puis qui sortent un petit peu des annonces ou des évolutions qu'on connaît pour l'heure, tu sais. Ouais. Ça n'a pas nécessairement été le cas. Donc, tu vois, ça là-dessus, oui, il y a eu des petites affaires. Tu sais, moi, la première chose qui m'a intrigué, c'était du côté du fabricant sud-coréen Samsung, qui est vraiment très, très bien connu et bien positionné sur l'échiquier de la tech en soi. Donc, ils ont lancé Samsung Vision AI, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui est littéralement une genre Vas-y. de plateforme qui va intégrer, dans le fond, tous les téléviseurs à partir de 2025. Donc, Vision AI. Vision AI, exact. Fait que finalement, Vision AI comprend une série de petites améliorations qui vont permettre aux consommateurs vraiment de vivre les AI en lien avec du contenu. Donc, une des premières innovations au fond qu'ils ont amené, c'était Live Translation, donc traduction en direct. Donc, l'idée, c'est que tu puisses, je pense que c'est jusqu'à 7 langues, faire de la traduction AI, littéralement, pendant un direct. Donc, ça, c'est quand même assez bien comme technologie, puis sûr que ça reste quand même limité à cette langue. Mais bon, tu me diras en même temps, c'est une question de temps, mais ça, c'est une belle petite amélioration qu'ils ont amenée. L'autre élément, dans le fond aussi, que je trouvais intéressant, c'était tout le volet, il y a Samsung Food, qui est une plateforme, dans le fond, qui fait que tu es assis chez toi, tu écoutes quelque chose sur Netflix, ce qu'ils mangent, ça a l'air bon. Ben, tu es capable de demander tout simplement à Samsung Food de dire Hey, peux-tu me sortir la recette? Fait que l'AI va être capable de reconnaître qu'est-ce qu'il y a devant les yeux, puis de déterminer c'est quoi les aliments, puis c'est quoi la recette. Donc, ça, je trouvais ça quand même assez cool. Mais bon, tu sais, c'est pas des technologies nécessairement qui sont incroyables, mais c'est crowd pleaser, je pense. L'idée, Ouais. c'est de faire plaisir à une vaste gamme de gens qui sont plus monsieur, madame, tout le monde, effectivement, qui sont des gens qui utilisent la télévision en masse, qui écoutent beaucoup de télé, etc. Puis bon, assurément, c'est quelques petites fonctionnalités que les gens de Samsung ont lancées là-dessus, mais je suis persuadé que ça en cache pas plusieurs autres là, qui vont découler puis qui vont former ce petit écosystème-là de Vision AI qui va permettre là, d'améliorer constamment l'expérience, dans le fond, de consommation de télé. Oui, oui, oui. Ouais. Puis, tu sais, ultimement, je pense que c'est ça quand même hein, que nous, on tripe bien raide puis on se nourrit de la tech à tous les jours. Il y a le mass consumption, la consommation de masse qui va commencer à, tu sais, je veux dire, le commun des mortels va commencer à, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas essayé ChatGPT, là. On va se le dire, là, tu sais, bien que c'est, puis il y a des gens qui n'ont pas touché à de l'AI, ben, très, très près encore. Fait que Indirectement peut-être, mais pas ouais. nécessairement de choix de dire OK, je vais ouvrir. Tu sais, je te fais une confession, moi, depuis un certain temps, je me rappelle plus c'est quand la date, la dernière fois où j'ai ouvert Google pour aller effectuer une recherche. Hey, oui. Ah ben moi, puis j'ai eu la même réflexion il y a quelques jours. Mon ratio est peut-être 2 fois ChatGPT versus 2 tiers ChatGPT versus 1 tiers Google. Hmm. On est là, là. Moi, je suis full Gemini. Oui. Puis écoute, je l'utilise, puis je veux dire, je trouve ça vraiment efficace. C'est pas parfait, mais ça reste qu'au final, fait que tu sais, je pense que petit à petit, Google va amener les gens à ce que sans qu'ils s'en rendent compte, ben, c'est Gemini Powered, puis Ouais. il va rester, ça va prendre évidemment un certain nombre d'années avant que les gens migrent à être sur un outil direct comme nous on l'est actuellement, mais j'ai comme l'impression que c'est assurément ça vers quoi on s'en va. Et puis, Puis, vas-y. ouais, parenthèse là-dedans aussi, Gemini, moi, j'ai accès à ChatGPT payant d'une part, mais Gemini, je l'ai essayé hier soir pour jaser. En fait, on va faire un petit apostrophe sur un autre sujet à la fin de l'épisode aujourd'hui, là. Puis j'ai conversé OK. avec Oui. Gemini. C'était pas parfait, mais j'ai eu des réponses.
J'ai fait un query comme si j'avais fait un query sur Google. J'ai discuté pendant 2 minutes. J'ai eu toutes mes réponses de façon claire et concise, sans aucune pub, sans rien, straight to the point. Fait que, bref, c'est très cool. Là. Ouais. Sinon, du côté de Samsung aussi, ouais. c'est un peu, je pense, la nouvelle qui m'a amené à m'intéresser à ce que Samsung a lancé au CES cette année. C'est le petit robot Bali. J'ai vu ça passer. Ouais, super mignon. Écoute, Bali, pour faire une histoire courte, ça a été lancé en 2020 par Samsung. Donc, on avait vu la première version de Bali, mais ils l'ont ramené, dans le fond, c'est ça maintenant, on peut dire 4 ans plus tard. Puis là, maintenant, on a eu une version un petit peu plus avancée de Bali avec l'idée qu'il allait éventuellement se vendre à partir de cette année. On n'a toujours pas le prix nécessairement ni la date, mais tu sais, Bali, c'est vraiment intéressant. Là. Donc, moi, ce que on voit dans la petite vidéo promotionnelle de Samsung de Bali, c'est qu'on constate que là, on est sur un petit robot qui est quasiment l'équivalent d'un animal de compagnie, quelque part. Donc, tu sais, dans la vidéo, au début, on présente quelqu'un qui se connecte avec une app sur Bali qui est évidemment muni d'une caméra, muni d'un micro, de speaker, qui, donc, la personne dit, hey, ben, peux-tu vérifier qu'est-ce qui se passe avec le chien? Et Bali part, roule, évidemment, c'est un petit robot qui est muni de roue, pour voir que le chien est en train de déchirer un sac de bouffe ou des trucs comme ça. Puis, donc là, à ce moment-là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont fait, OK, ben là, il faut que tu divertisses le chien, fait que va activer la bouffe dans sa machine à bouffe électronique, évidemment. Son dispenser de bouffe électronique. Fait que là, le chien part, lâche le sac, puis s'en va finalement manger sa nourriture. Le dispenser de bouffe Samsung, j'ose croire. J'imagine, effectivement. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que on pense plus à l'aspect surveillance avec ça. Comme on le voit aussi, Bali, dans le fond, devient une espèce de projecteur pour le travail ou pour les activités en général. Donc, la possibilité de l'utiliser pour projeter, que ce soit sur un mur ou sur une autre surface, puis d'interagir avec lui aussi. Donc, évidemment, muni d'une petite intelligence. Donc, super intéressant. Ouais. Donc, ce que j'aime de ça, c'est ça. On en a parlé dans d'autres épisodes. On disait, les robots s'invitent à la maison. Tu vois, Bali, c'est une forme de robot qui c'est une Roomba plus, on s'entend? Dans le sens où, même si elle ne fait pas le ménage, c'est un exemple que je donne, dans le sens où la Roomba a été, la fameuse balayeuse Roomba, a été un peu un des premiers volets de robotisation qui s'est installé dans une majorité de foyers. Ben, Bali là, ramène une couche. Donc, on amène ça à un autre niveau. On a déjà des oreilles dans la maison, beaucoup, que ce soit avec les Google Home, Alexa, etc. Là, on rajoute Bali qui, là, OK, ben là, c'est nos yeux dans la maison, puis c'est des yeux qui se déplacent, avec lesquels on peut interagir. Donc, tu vois, progresser lentement, mais sûrement, on progresse là, vers de la robotique plus intelligente. Puis, je trouve que chez Samsung, ils l'ont bien joué avec que ce soit le design, le nom, puis ce qu'ils ont présenté par rapport à l'appareil. C'est the road to the AR robots, là, the road to the full humanoid. Là, c'est dans le roadmap, on s'approche tranquillement de ce genre d'initiative-là, puis on l'entend un peu partout. Là, 2025, selon plusieurs, sera l'année des robots. Là, Et somehow, hein, Jonathan, tu l'avais calé dans notre boule de cristal de la fin 2024. Tout semble porter à croire qu'il y aura énormément d'innovation qui va s'apporter par rapport à ça. Je t'envoyais il y a quelques jours le fameux robot chien à la Boston Dynamics là, qui vaut beaucoup, beaucoup de bidou. Là. Ben, il y a une compagnie chinoise qui en fait un pour 3 000 qui fait l'équivalent plus, qui est disponible pour tout le monde. Tu l'achètes puis tu développes tout ce que tu veux avec ça. Fait que ça avance à vitesse grand V là-dedans. Samsung, je trouve ça intéressant. On dirait que moi, j'ai un petit... encore là, moi, ce qui me bug là-dedans, dans les techs en général, là, c'est que là,
si tu vas Samsung, tu vas aller full-on Samsung, là, right? Dans le sens, là, tu sais, il y en a qui sont en... Fait que j'ose croire qu'il va y avoir du stock de Apple qui va sortir, il va y avoir du stock de, je sais pas, moi, Google va avoir le sien. Fait qu'il encore ici, il va falloir choisir ses allégeances. Par contre, c'est sûr que Samsung a toujours été un gros joueur pour sortir des affaires au CES. Puis en tech, en général, sont assez avancés. Puis ils nous sortent souvent des produits qui ressortent de la masse. Te rappelles-tu de leur espèce d'AI qui s'appelait Bixby? C'était ça, là. Tu sais, quand Siri est sorti, ben, Samsung avait son AI. Il faut en prendre et en laisser. On pouvait jaser. Si tu avais un Samsung, tu jasais avec Bixby, mais Bixby, il n'y a pas grand monde qui jase avec Bixby, là, j'ai l'impression. Là. Effectivement, je me souviens même plus de ça, pour être très honnête. Mais oui, tu as raison. Mais il faut faire attention entre ce qui est un prototype qui va vivre, puis effectivement, entre un produit qui va faire vraiment la cote, comme on dit. Exactement. Mais tu sais, ce qui me laisse croire que Bali est plus concret, c'est le fait que, bon, je pense que les gens sont peut-être plus prêts d'accepter ça aujourd'hui dans leur foyer qu'il Ouais. l'était, Ouais. puis qu'on l'a présenté comme un prototype en 2020, puis qu'on le revient avec lui en 2025. Fait que ça laisse entrevoir qu'à quelque part, là, il y a plus d'intérêt que ce qu'il y en avait. Puis je pense que si on regarde ça, comme tu disais, puis comme on discutait sur l'échéancier global de la robotisation en soi, Ouais. je pense que le timing est là. Je ne sais pas si tu as vu le Roborock au CS. Je sais pas, mais c'est un nom qui rock en salle, ça. Le Roborock Vacuum, là, ça vient de péter ta bulle un peu. Mais c'est une Roomba avec un bras articulé. Ah, je l'ai dans mes affaires, mais sans avoir le nom. Hold on. Voilà. J'ai C'est ça le live ici. Roborock. Ah oui, OK, on en voit ça ici. Donc, cette affaire-là, là. Exactement. Écoute, ce petit appareil-là est en mesure de reconnaître jusqu'à plus d'une centaine d'objets et de lieux pour en disposer. C'est-à-dire que là, dans ce cas-ci, il ramasse des vieilles chaussettes, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait avec? Est-ce qu'il fait juste les tasser pour exécuter sa job? Ou il peut aussi aller les prendre et aller les déposer dans un panier à linge dont tu lui as appris la position, puis lui, il va faire sa job, puis il va ramasser les bottes des enfants, puis il va les mettre ça là. Ouais. Donc, Ouais. ça aussi, c'est comme, oh, OK, tu sais, est-ce que c'est un produit vraiment que les gens vont acheter ou c'est plus une belle démonstration, encore une fois, de comment la robotique peut s'intégrer dans un petit appareil comme une balayeuse, puis éventuellement faire ce genre de petites tâches-là qui, de toute façon, en tant que parent, je vous recommande plus de faire en sorte que vos enfants se ramassent que de se laisser traîner en se disant c'est pas grave, Roborock va passer en arrière. Je me demande quel genre de relève on va former si on leur dit c'est pas grave, laisse tout au plancher, le robot s'en occupe. Et laquelle société on va créer avec ça? De fainéants. Mais c'est super intéressant. Tu fais comme OK, là, tu vois, là, on vient de créer un premier bras à une Roomba. Ça revient encore à ça. Ouais. C'est vraiment une technologie qui a fait parler énormément. Ben, tu sais, oui, c'est ça. Elle a fait parler énormément. Puis j'écoutais des journalistes techno là, qui ont fait le CS, puis il y en a un qui relatait un truc qui dit il faisait part de tous ces prototypes qu'on a vus au fil des années, puis ce qu'il disait, il dit, et puis là, je te montre l'autre, là, il dit la motadine de machine qui plie ton linge, ça fait toujours bien 15 ans qu'il nous l'annonce, puis je n'ai pas vu une bâtard de machine dans nos maisonnées, là, tu sais. On nous promet du linge qui sera plié par un robot at some point chez nous facilement. C'est pas encore là, cette histoire-là, c'est long avant que ça arrive. Fait que bref, il y a beaucoup de. Ça nous donne comme là, on le voit là, pour ceux qui sont vidéo, qui nous regardent en vidéo, là, donc on voit un espèce de robot à 400 millions là, qui allie de l'AI puis qui est capable de folder le linge, de le plier. Mais d'un, on veut-tu se rendre là? Ben, c'est sûr que plier son linge, c'est vraiment de la merde, si tu me demandes à moi. Là. mais on va-tu dépenser des sommes pour ça? Peut-être qu'un jour, ça va être abordable, mais encore là, c'est ça. Bref, je m'éparpille, mais tout ce que je veux dire, c'est que bon, le CES, il y a un amalgame de choses concrètes qui vont sortir maintenant, mais il y a aussi beaucoup de visionnaires et de prototypes et de choses que le futur pourrait s'en aller vers ça éventuellement. Oui, puis tu sais, c'est cool. Ça fait, comme tu dis, ça fait rêver. Ça nous amène à voir le potentiel de la technologie, mais est-ce que ce seront tous des produits qu'on va connaître? Non, assurément pas. Mais ça reste quand même impressionnant. Puis, ce qui rend ça encore plus impressionnant, c'est que il y
il y a toujours une certaine distance, des fois, entre les produits qui sont annoncés au CES puis l'avancement qu'on connaît en technologie puis qu'on peut espérer. Comme tu le dis, mettons, ça, c'est un produit, le robot qu'on a, qui a coûté excessivement cher à développer, etc. Mais avec des moyens d'aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que les coûts sont aussi grands qu'ils ont été jadis. C'est-à-dire qu'on a tellement connu là, en très peu de temps une grosse, grosse, grosse évolution que j'ai l'impression que là, soudainement, faire de la robotique, faire bouger des bras, reconnaître des objets et tout, de toute cette technologie-là ensemble est beaucoup plus facile à maîtriser que ce qu'elle l'était, alors que c'était vraiment, OK, là, c'était du déplacement, puis de la position et tout. Puis, tu sais, généralement, les trucs de robots qu'on voyait, c'était comme stagé. C'est-à-dire que, tu sais, on avait placé, puis il y avait des coordonnées, on allait chercher l'objet, on exécutait la tâche, mais on ne savait pas trop vraiment qu'est-ce qu'on était en train de faire. Fait que si finalement, on n'avait pas ramassé le T-shirt pour le plier, mais on le pliait dans le beurre, puis ça avait l'air niaiseux, tu sais. Tasse pas en Mais- bobette sale, là, Non, parce c'est que ça. ça fout la routine en l'air. Là. Mais bref, tu sais, je pense qu'on est dans cette optique-là où maintenant, en tout cas, moi, ce que je ressens comme gars qui tripe de tech, c'est OK, mais tu sais, là, non seulement on peut penser, on peut s'imaginer des trucs fous, puis on a vraiment maintenant plus le contrôle de cette technologie-là pour y accéder. Donc, ouais. Ah oui, on est plus proche de bien des affaires que partout ailleurs dans l'histoire de l'humanité là, auparavant. Moi, mettons que je t'amène vers un peu certains trucs qui m'ont. En fait, un des gros morceaux, ça a été NVIDIA beaucoup, qui est parti en force au départ du CES 2025. Ça a été dans la première journée où ils ont fait. Le CEO de NVIDIA a fait un talk, puis j'écoutais un journaliste qui disait, tu sais, on se rappelle de notre copain de Apple, Steve Jobs, que lui était à la fin de ses talks, il disait And one more thing. Puis là, il disait quelque chose. Puis là, avec le gars, le monsieur CEO d'NVIDIA, c'était pas And one more thing, c'était And 15 more things. Là. Il y avait plein d'autres affaires. C'était un gros talk, plein de nouveautés du côté NVIDIA. Clairement, c'est bon, pour ceux qui sont qui ont de l'argent un peu à la bourse, qui sont au fait des actions présentement, NVIDIA, c'est très une belle place à être. Ceci n'est pas un conseil financier, mais. Ceci n'est pas un conseil financier. Merci de me le rappeler. Mais c'est dans le top, je pense, 5 ou 10 des actions, top 5, je pense, des actions les plus intenses. On en a parlé ensemble, pas de cachette. Moi aussi, je suis fier actionnaire. Mais tu sais, cela étant dit, là, tout ce que j'ai de NVIDIA, c'est une vieille carte 970 qui date d'il y a 10 ans. Là, donc, c'est très old school. Mais dans ce qui est des nouveautés, ce qu'il faut retenir, c'est que NVIDIA crée tout le backbone des cartes graphiques qui vont faire le calcul, le computing qui est nécessaire pour faire de l'AI. Puis l'AI étant tellement en essor que le matériel qu'ils créent est en giga-demande, fait qu'ils ont le vent dans les voiles. Cela étant dit, ils ont annoncé beaucoup de choses, notamment, moi, un truc qui m'a flashé, c'est, puis je t'en parle live, je vais le partir live ici, c'est que, donc, moi, cette année, un de mes défis, honnêtement, c'est d'être capable d'installer un AI en local sur mon ordinateur. C'est pas que c'est un défi. En fait, c'est un défi en ce sens, il faut juste que je me dégage le temps dans ma vie familiale et professionnelle pour me focusser sur ce projet-là. Parce que c'est beau d'utiliser un AI à la ChatGPT, à la Gemini, puis à la Claude, puis tout ça. Perplexity aussi, qui en a un autre qui est très fort. Mais si tu jases avec ces AI-là, ultimement, ils vont bien dire que tes données ne seront pas utilisées pour X, Y, Z, mais tu n'en as aucune idée. Qu'est-ce qu'ils font avec les données? Si tu veux partager des choses relativement sensibles, si tu veux installer ça, utiliser ça pour ton entreprise avec de la donnée sensible de ton entreprise, ultimement, pas une bonne idée d'aller garocher des affaires sensibles là-dedans. Parce Il n'y a pas si longtemps, j'aurais dit ouais, mais non, ils vont faire attention, stresse pas avec ça. Puis j'ai vu passer ça, je ne sais pas si tu l'as vu, là. Il y a eu un article, je ne me souviens pas si c'est sur The Verge ou TechCrunch, pas trop comme quoi. Il y avait un leak de l'équipe qui travaille sur l'AI chez Facebook. Comme quoi Zuckerberg avait donné un go
parce que, dans le fond, il était en train de lire le contenu de certains livres qui finalement, il y avait d'une façon qui était relativement piratée. Ah Puis, ouais, ils ouais, ont ouais. prouvé que Zuckerberg, dans le fond, avait dit, ben oui, c'est correct, pas de trouble, allez-y. Si tu peux le trouver en ligne, C'est ça. c'est que c'est correct. Et tu dis, ah, ben, tu sais, c'est anodin, c'est un livre, c'est de la connaissance et tout. Ben, c'est pas tant anodin. Je veux dire, il y a des gens qui les ont écrits, qui sont supposés techniquement avoir des revenus basés sur les ventes du contenu que dans ces livres-là. Ouais. Puis là, de savoir que, tu sais, c'est comme, OK, ben, tu sais, un gros joueur comme Meta se dit, bon, c'est pas grave, là, si t'es capable de les lire, lis-les, tu sais. Fait comme, OK, ben, les contenus qui sont supposés être privés chez nous, là, tu sais, c'est pas grave, lis-les, de toute façon, ils vont pas le savoir, tu sais. Fait que C'est ça une lève. petite business au Québec. Personne, c'est une petite affaire. Là. Ils sont juste 20 là, au Québec. Là, ils vont jamais venir. Fait que oui, tu sais, c'est un gros concern là, dans les AI actuellement. Là, tu sais, Ouais. on se dit, ouais, OK, là, puis on en parlera à la fin. Là, tu sais, on s'était dit qu'on voulait faire un petit retour justement sur ce qui se passe chez Facebook, mais chez Meta, mais clairement, il faut travailler le volet privatisation un peu de ces écosystèmes-là parce que clairement, on commence à trouver que la confiance a été branlée. Là. Ce qui me donne, étant un old school guy d'ordinateur, là, il y a toujours la communauté dans la vie qui a réussi à brandir un peu les bonnes valeurs autour de ces concepts-là. Et puis là, c'est là que je t'amène dans le concept d'open source. Puis je t'amène dans le concept de on parle de Facebook, de Meta. Eux, le bet qu'ils ont fait, c'est qu'on va mettre des millions et des millions de dollars pour entraîner un AI, puis on va garocher ça open source pour tout le monde. Puis pourquoi? Ben parce que ça va bénéficier à tout l'écosystème, ça va bénéficier à tout le monde, autant à nous autres qu'à tout. Ça va faire que tout va avancer beaucoup plus vite. Bon, il y a sûrement beaucoup plus de considération que ça, mais n'en est-il pas moins qui ont décidé d'ouvrir ça out in the wild. Vous pouvez aller télécharger l'IA qui est open source entraînée par Facebook, puis mettre ça sur votre ordinateur, puis en faire ce que vous voulez. Puis dans ma tête à moi, je m'attends à ce que... Parce que présentement, le portrait, c'est qu'aujourd'hui, tu veux utiliser un IA, tu vas sur Hugging Face. Hugging Face. OK, tu t'en vas sur cette plateforme-là, qui, si je ne me trompe pas, est montréalaise d'ailleurs. Hein? Je dis ça au passage. Oui, c'est montréalais, effectivement. Ouais. Ah, based in New York City. Mais il me semble qu'il y a du... Ah, mais gars, en tout cas, il me semble qu'il y avait du Montréal derrière ça. Bref, puis là-dedans, là, cette place-là, les chums, là, tu t'en vas sur modèle, là, puis tu as présentement accès, des modèles, tu en as 1 279 000, là, mais bon, je n'irai pas faire le tour de ça, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu peux aller chercher ton AI entraîné, il y en a des milliers et des milliers sur Internet. En ce moment, si tu veux utiliser de l'AI, le magasin est ouvert. Là. Tu peux, il y a plein de. Il y en a qui sont meilleurs dans des images, dans du texte, il y en a qui sont meilleurs dans des trucs 3D, il y en a qui sont meilleurs dans faire des trucs avec de la physique. Fait que présentement, c'est très, très, très ouvert et tu peux choisir l'AI que tu veux, l'amener sur ton ordinateur, la faire rouler, puis en faire ce que tu veux, dans le fond, de façon locale. Fait que je loop back à mon premier sujet qui est, ben là, cette année, moi, je veux en installer une sur mon ordi puis être capable de rouler ça de moi-même. Et NVIDIA, gros loop back, là, NVIDIA a annoncé qu'ils vont commercialiser un ordinateur qui va coûter 3 000. Ouais. Comment tu l'appelais? Digit? Digits. Ouais. Digit, c'est ça. Digit, qui va coûter 3 000 US, mais qui va avoir du matériel comme il n'a jamais été inclus dans un petit ordinateur comme ça. En fait, si je ne me trompe pas, c'est lui qui est cette espèce de petite boîte-là qui est juste là à gauche, là, cette affaire-là. Là. En fait, dans son talk, c'était juste un petit snapshot pendant. Ouais, c'est ça, carrément ça. Ça fait paraître le CEO beaucoup très petit par rapport à ça, mais bon. Il y en a deux, hein? Il y en a deux, un par-dessus l'autre. Ah, OK. Est-ce que tu sais pourquoi il y en a deux? Vas-y, tu peux comme les paralléliser? Oui, tu peux les paralléliser. Puis, dans l'exemple que NVIDIA a donné, c'est que Llama, dans le fond, qui est le modèle de Meta, il y a, dans le fond, la version 3.1 a 4,5 milliards de paramètres. 405 milliards de paramètres, c'est quand même beaucoup. Mais ces deux petits appareils-là sont l'équivalent de Llama 3.1 en termes de possibilités.
Donc, dans ces deux petits appareils-là, tiennent la même équivalent que ce qu'il y a chez Meta à l'heure actuelle. Puis j'entendais pas, tu me corriges si je l'ai entendu, mais il disait dans son talk que en ce moment, l'équivalent de tout le trafic Internet de la planète Terre peut être géré par cette affaire-là. Dans le sens qu'il y a c'est tellement de complètement fou. computing power là, que ça peut gérer l'entièreté du trafic Internet de la Terre. Ça va, les chums? Fait que, tu sais, ça, c'est une technologie, là, comme tu dis, qui va révolutionner là, littéralement la façon dont on utilise l'informatique là, en général. Là, clairement, c'est de la puissance. L'idée de NVIDIA, je pense que c'était de permettre à des data scientists justement d'avoir accès à du firepower, là, donc vraiment de la puissance computationnelle pour pouvoir avancer. C'est fou, là. Puis à 3 000 US, on s'entend. Quand on pense, c'est des peanuts. Je veux dire, quand on pense au coût d'un MacBook Pro aujourd'hui, etc. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que, tu sais, moi, ce que j'ai vu derrière cette annonce-là, c'est non seulement par sa forme, mais aussi en même temps pour ce que c'est. NVIDIA vient de se lancer dans la guerre contre Apple. Oui, c'est parce que là, depuis quelques mois, c'est bonjour les mini-computers. Apple avait sorti le sien avec le M4, on en avait parlé. Windows, quelques jours plus tard, Microsoft en avait sorti un aussi. On a toujours fait des petits PC. Là. Tu sais, le form factor d'avoir un petit PC, c'est une chose, mais un petit PC, un mini PC qui est vraiment fort, là, tu sais, avec un V8 de char dedans, là, tu comprends? Là? Ben là, on est là. Puis en effet, tu l'as bien dit, NVIDIA se lance donc dans une espèce de marché dans lequel il n'était pas nécessairement. Là, tu sais. Non, c'est ça. Il passe on produit des chips, on développe du software, on est maintenant dans la game hardware. Donc là, là ça, c'est un petit détail, mais c'est un détail qui est quand même vraiment important, je pense. Ouais. Puis ils ne sont pas arrivés par la porte dans l'arrière avec un petit projet. Là. Ils sont arrivés par la grande porte avec ça. Là. En prenant tout le monde par surprise, puis en disant OK, ben ça, ce petit appareil-là est l'équivalent d'un data center. Là. Je veux dire, c'est quand même assez fou. Là. À quand le cellulaire NVIDIA? Ben écoute, assurément, est-ce que c'est NVIDIA ou est-ce que justement, dans un premier temps, ils vont servir de ce même chipset-là qu'ils ont bâti pour cet appareil-là pour le vendre aux fabricants? Parce que c'est quand même oui, de faire l'appareil en soi, c'est une chose. Les OS aussi, tu sais, c'est souvent les OS qui vont, à mon sens, driver, dans le fond, vont gérer la donne. Tu sais, est-ce que tu es confortable dans iOS? Est-ce que tu es confortable dans Android? Est-ce que tu te retrouves facilement? Fait que c'est ce volet-là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils pourraient regarder ça puis essayer de se faire une pâle copie de A plus B, là, donc de trouver le meilleur d'Android, le meilleur d'iOS, puis d'essayer de refaire leur propre OS. Mais je trouve que ça commence à être tough. Là, mais cela dit, si la promesse vient avec un package hardware intéressant, que tu fais comme Oh, OK, là, en termes de performance, on est dans une autre game. Puis, il ne faut pas oublier qu'en plus, on parle de NVIDIA. NVIDIA vient avec tout un historique de gaming, donc tout le jeu vidéo et tout. Fait que là, on se ramasse, là, à quelque part, entre un appareil mobile, un appareil de gaming, puis un ordinateur personnel, tout ça dans un petit appareil qu'on peut traîner dans nos poches. Fait que, le potentiel de dire, est-ce que demain matin, moi, je fais du télétravail ou je fais du travail, j'arrive à quelque part, puis tout ce que j'ai à faire, c'est que je sors mon appareil, je le mets en mode travail, je me branche dessus, puis c'est ça mon ordinateur. Puis si j'ai besoin de pairer un clavier, je le perds, un écran, etc. C'est quand même, ça nous permet de croire que le bon vieux laptop keyboard, comme on le connaît, là, est en train de tranquillement glisser vers un produit qu'on va regarder en se disant Hey, nos bons vieux laptops jadis. Là. C'est fou, hein? C'est fou. C'est une grosse annonce à voir. Puis sans trop s'éterniser sur NVIDIA, ils ont fait plein d'autres annonces. Là, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres affaires, toi, d'eux autres que tu veux dire. Je les ai un petit peu devant les yeux aussi. Là. Il y a pas mal de trucs qu'ils ont annoncés. Là, mais, Non, moi, c'est vraiment ce qui avait retenu mon attention aussi. Parce que c'est surtout ce volet-là. Moi, des fois, ce que j'aime beaucoup dans des genres d'annonces-là, c'est réfléchir à l'utilisation, oui, qu'eux présentent là à court terme, mais l'utilisation après ça, plus au sens large que ça peut amener. Fait que moi, rapidement, ça m'a fait rêver. Je disais, ben, ce petit appareil-là, je peux le prendre, le traîner dans mon laptop. Ben, pas dans mon laptop, dans mon sac. Puis, j'arrive à quelque part, je le sors, je le branche. Puis, j'ai une puissance incroyable. Puis, je trouve que c'est ça qui me rend vraiment, comment dire, très ambitieux. Là. C'est comme, wow, OK, là, on passe à une étape majeure
Parce que, tu sais, il y avait ça aussi. Là, on regardait l'évolution de l'AI, puis on se disait, OK, là, ça va vite, c'est impressionnant, mais là, est-ce que la quincaillerie va suivre? Mhm. C'était ça l'enjeu, là. Ouais. Fait que NVIDIA arrive puis puisse euh, faire cette annonce-là, puis d'annoncer cette performance-là à un coût accessible potentiellement pour les gens qui s'achètent des appareils. OK, là, on a les deux tableaux qui progressent un à côté de l'autre, là. Exact. Fait que ça, c'est quand même vraiment génial parce qu'on aurait pu penser à un certain moment donné que la puissance, puis ça a été souvent un sujet, de ce qu'on peut produire pour, comment dire, asseoir toutes les demandes qu'il y a par rapport à l'AI, allait nous limiter. Parce qu'à un moment donné, il y a tellement de gens qui se mettent à l'utiliser, ça demande beaucoup d'énergie, ça consomme énormément. Fait qu'on se disait, ouais, OK, ça se peut qu'on ait des ralentissements parce qu'à un moment donné, justement, notre capacité à gérer toute la demande est trop grande par Mhm. rapport à la puissance qu'on est capable pas d'offrir, mais d'y accorder, parce qu'on doit continuer de faire autre chose que de juste processer de l'AI à l'heure actuelle, tu sais. Donc, là, maintenant, de savoir que les deux progressent à une vitesse grand V, euh, ça permet de rêver. Ouais, ouais. Ça a été beaucoup mis dans la main des gens en recherche au départ, mais là, c'est mis dans la main du commun des mortels qui veut l'utiliser à la maison. Fait que non, c'est très fort. Ouais, beaucoup de belles choses qui vont s'en aller de leur côté. Sinon, ben, ils ont parlé beaucoup de cartes graphiques aussi de gaming, là. Il y a des cartes Ouais. graphiques vraiment pas chères qui font c'est une chose sur le discours, hein? Moins cher, plus de moins cher, plus de calcul de compute. Plus beau, plus fort, moins cher. On est souvent là-dedans, puis parce que les choses se miniaturisent, on est capable de faire plus fort et mieux que ce qu'on faisait il y a un an déjà. Fait que des cartes graphiques RTX, la série 50 qui est sortie au niveau NVIDIA. Il y a un truc rapidement aussi qui a fait, ils conçoivent maintenant une espèce d'IA physique. Donc, ils sont très, très dans le monde du jeu vidéo, mais de faire une intelligence artificielle qui est capable de comprendre un monde physique. Tu sais, une gouttelette d'eau qui coule sur Ouais. une revue derrière. Faire un IA qui va percevoir et comprendre le monde physique qui l'entoure, qui est en mouvance. Ça sert autant dans le jeu vidéo que ça sert dans toutes les voitures, tout ce qui est conduite autonome. Donc, ils ont les mains dans ce domaine-là aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On le voyait pendant le temps des fêtes, il y a un IA aussi qui est sorti, là, parenthèse là-dedans, là, mais il y a un IA qui est sorti par des chercheurs. Ils ont mis ça open source, puis c'est le premier IA qui est capable de. Puis ils ont fait une espèce de goutte d'eau qui coule sur une bouteille Ouais. Heineken, là. Exact, j'ai vu aussi. Oui, qui est comme le premier IA à être capable de se la jouer dans un monde physique réel. Parce que là, on Ouais. s'entend qu'on part de loin. Là, demander à une IA de faire une vidéo de Will Smith qui mange un spaghetti il y a un an, c'était un shit show désastreux. Là, on s'approche de ça. Là, on s'approche de quelque chose d'intéressant. Puis là, il y a des chercheurs qui en rajoutent une couche. Ils disent là, on est capable de faire quelque chose l'IA va comprendre le monde autour d'elle. Tu droppes une goutte d'eau sur n'importe quoi, il va comprendre les réactions physiques puis comment ça va se comporter dans l'environnement. Non, exact, ouais. Des grosses affaires. Non, absolument, c'est fou. J'ai vu cette vidéo-là aussi. Puis il était en mesure de décortiquer, dans le fond, différents aspects de la physique pour démontrer, OK, ben, la goutte, comment justement elle se positionne, c'est quoi la force qu'il faut la déformer, etc. Mhm. C'est impressionnant, là, vraiment. C'est fou. Non, Peut-être. des petits trucs. Je ne sais pas si tu avais fait le tour de NVIDIA de ton côté. Oui, tout à fait. Puis j'ai des petits trucs là, ici et là. Donc, des petits short trucs. Peut-être un truc que j'ai aimé voir un peu, je te le montre live là, c'est TCL, compagnie, je pense que c'est chinois, TCL, right? Bref, pour ceux qui ont acheté une télévision dernièrement sur Amazon, là, il y a beaucoup, les TCL sont beaucoup là, c'est des télévisions pas chères qui amènent une qualité qui est vraiment super intéressante, là, tu sais, puis des grosses télévisions, mais ils sont aussi dans le monde cellulaire. Ça a attiré mon attention. Dans le fond, on se rappelle on voit ici un cellulaire qui est couleur. Tu switches un petit bouton et tu tombes à du e-ink reader, un peu comme une tablette Kindle, là. Oui, exact. Donc, ce cellulaire-là est capable de faire les deux. Ce que je trouvais vraiment intéressant, là, on le voit ici, est en mode, ça repart, là. Grosse couleur standard, mais après ça, tu peux te la jouer, facilité pour les yeux au niveau de la lecture, avec une espèce de ton monochrome, là, comme une petite tablette
Fire, Kindle, Kindle Fire, oui, Kindle absolument. Fire, c'est ça. Ouais, donc, l'idée, je comprends, c'est l'économie d'énergie. Donc, permet à ce moment-là à ce que l'appareil puisse rester ouvert plus longtemps. Quand même intéressant, là, clairement, dans l'idée justement que c'est ce qu'on veut de nos appareils. Encore là, genre devoir coupler à ce que la gestion des batteries avec des outils AI va nous permettre de faire. Bon point. Fait des enjeux d'autonomie, là, je pense qu'on va en connaître de moins en moins. Là. Intéressant. Oui, oui. Sinon, gars, je les montre en rafale. J'ai Samsung, le First Stretchable Micro LED Display. Moi, pourquoi qu'on va pouvoir utiliser ça, j'en ai aucune idée. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est un écran pas plus gros qu'une petite tablette, duquel on dirait qu'il y a une boule en arrière de l'écran qui pousse sur l'écran et ça fait bomber l'écran. Donc, elle s'étire. Pour vrai, je ne sais pas à quoi ça va. Le use case est à réfléchir. Mais il y a toujours, à chaque année, le CES, c'est aussi le festival des nouveaux écrans, des nouvelles technologies, Ah oui, plus clairement. gros, plus grand, plus fort, nouvelles tech, plus définies, un refresh rate qui est plus haut dans le tapis. Mais tu vois, encore là, autant TikTok a du bon que du mauvais. Moi, j'aime beaucoup regarder les commentaires et on a Omar Harris qui dit But why? But why? Et on a David Brown qui dit foldable phones. Ouais. Pas fou, pas fou. Encore là, tu sais, est-ce que les foldable phones vont courir, on va en avoir partout éventuellement? Je ne sais pas. Oui, ça permet d'avoir plus de surface facilement. J'ai l'impression que la tech n'est peut-être pas encore rendue assez mature. Faudrait voir où on est rendu par rapport à ça. Là. Ce qui m'amène peut-être à te parler d'un autre que j'ai trouvé intéressant, qui était celui-là ici, qui est on est dans du rollable. Donc, c'est le Lenovo ThinkBook plus Gen 6. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un laptop standard. On pèse sur un petit piton, puis là, l'écran se déroule d'en bas. Donc, au bout de votre clavier, il y a comme un écran qui est enroulé, puis ça permet d'ouvrir à la façon verticale. Comme un store vertical, comme les trucs qu'on met dans nos fenêtres là, pour enlever la lumière. Exactement, exactement. Et je vois le premier commentaire qui dit le aspect ratio of nothing, c'est une espèce de ratio d'écran qu'on n'a jamais vu de notre vie, là, qui n'est pas standard du tout. Écoute, moi, pour travailler souvent avec un laptop, j'avais déjà vu une espèce de... Tu t'achetais 2 écrans qui étaient foldable que tu mettais derrière, puis fait que ton laptop, tu rouvrais 2 écrans ces 2 côtés, ça te faisait ton central de ton laptop, puis un à gauche, un à droite de plus. L'idée d'avoir un écran plus grand lorsque tu travailles avec un laptop, j'ai toujours trouvé ça intéressant. On est tous rendus avec plus d'un écran à la maison, au bureau. Si vous ne l'avez pas essayé, l'essayer, c'est l'adopter, les amis. Puis, donc, je trouvais ça intéressant comme setup. Oui, absolument. Écoute, comme tu dis, ça rejoint cette volonté-là de pouvoir avoir accès à un écran vraiment plus large. C'est sûr que moi, mon principal, disons, concern, c'est le mécanisme là, qui fait qu'on a une extension et tout ça. On parle d'un portable, on traîne ça dans nos sacs, on n'est pas nécessairement très doux avec nos laptops. Mais j'imagine que bon, c'est une technologie qui va être éprouvée avant d'être lancée ou ce que j'ai hâte de voir. Je trouve ça intéressant, mais en même temps, pour moi, quand je regarde comment ça fonctionne, il y a un petit côté un peu weird qui me dérange. Donc, je ne suis pas capable de mettre le mot dessus, mais ça fait un peu trop gadget. Puis, comme aspect ratio of nothing aussi. Donc, je pense que il y a une belle idée, mais on dirait que l'idée n'a comme pas été balancée sur ouais, OK, mais là, il faut qu'on respecte certaines choses, peut-être pour que ça ne sorte pas trop justement des ratios, etc. Mais bon, à suivre. Oui. Puis, tu peux-tu le fermer quand il est ouvert complètement? Là, on voit quelqu'un qui commande ça. Sûrement pas. Là, en tout cas, à part avoir un bout d'écran qui dépasse. Peut-être. Mais, Ce qui nous ramène aussi quand même, c'est comme un line-up de chars. Là, la première année que Toyota sort un nouveau modèle, là, tous les chroniqueurs automobiles vont dire t'achètes pas ça nécessairement la première année, t'attends qu'il y ait des early adopters qui se pètent le nez puis qu'ils ne l'achètent pour rien. Puis ça, c'était-tu un lien indirect que tu étais en train de faire avec Sony? Ou?
Non, vas-y. Non, mais tu sais que Sony a lancé au CES cette année les ventes de son véhicule automobile électrique. Vas-y, parle-moi-en. Oui, ben, je ne suis pas allé dans les détails, là, mais tu sais, j'ai vu du coin de l'œil parce que ça a fait parler de Sony un peu. Mais dans le fond, il avait déjà annoncé qu'il voulait mettre sur place, pas sur place, mais qu'il voulait développer un véhicule électrique. Donc, Ouais. cette année, là, le véhicule il est disponible à l'achat, là. Donc, on peut faire, ils prenaient des précommandes ils ont présenté leur voiture électrique, là. C'est ça? C'est le Sony Afeela Oui, Deliver. Ouais. exactement. Donc, on voit là, justement là, la première version. Donc, j'ai hâte de voir. Écoute, c'est un joueur de plus. Sony n'est pas nécessairement un joueur qui est connu dans ce créneau-là, là, au contraire. Mhm. Mais c'est un joueur qui est connu pour faire quand même de la qualité. Donc, très hâte de voir les premiers utilisateurs puis les premiers reviews un peu du véhicule là, une fois qu'il va avoir commencé à rouler sur nos routes, là. Je t'enverrai quelque chose après aussi. Là. Je suis tombé sur un interview rapide du CEO de Ford qui était en entrevue dans une émission à la télé. Puis il est d'un réalisme glacial sur la réalité qu'a l'avance. C'est quoi l'avance des voitures électriques qui se passe en Asie versus ici? Ah, Pré- totalement. Ouais. Présentement, je pense que il disait, je pense que c'est 8 voitures sur 10 qui est conçue en Asie en véhicule électrique. Et tout ça provient du fait qu'ils ont, il y a 10 ans ou 10-15 ans, fait le pari de dire, nous, on y va full on sur l'électrique. Là où nous, on a tardé un peu, America, fuck yeah, le gaz, let's go. Ben, c'est ça. Là, on mange nos bas présentement. Puis, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est un fort pourcentage, à la hauteur de quasiment 90% des voitures électriques qui rentrent sur notre marché américain présentement ne proviennent pas d'ici. Fait que ça donne un coup de pelle d'en face à énormément de dealers, de constructeurs de voitures américains et autres. Ça pourra à la limite faire office d'un autre sujet, là, mais c'est quand même assez gros à ce niveau-là. Là. Non, non, totalement. Puis, comme tu dis, le CEO de Ford a été très clair. Il a dit, écoute, si jamais les véhicules chinois débarquaient en Amérique, c'est ni plus ni moins que l'arrêt de mort de Ford. Ouais. Donc, il dit, on n'est pas en mesure à l'heure actuelle de compétitionner avec le marché asiatique là-dessus. Donc, Mhm. puis j'ai vu, je me suis passé, là, comme tu dis, en termes d'avancement technologique, je me souviens plus dans quel pays en Asie, mais il y avait des stations où c'est pas de la recharge, littéralement, c'est du swap de batterie de véhicules automobiles. Fait que tu rentres Ouais. avec ton voiture dans le garage, pouf, il détecte ton véhicule, il vient débrancher ta batterie, il t'en remet une autre, puis tu repars. Donc, ils sont rendus à tester des concepts comme ça, Mais là, à attends. avancer là-dessus. Donc, c'est quand même assez fou, là. Mais donc, parce que là, on est habitué à des voitures dont la batterie est à même la plateforme en dessous. Là, quand tu Mhm. t'assois, là, la batterie est en dessous. Mais là, on parle La même d'un espèce. chose. Ah, Littéralement, il enlève le dessous de ton char, ils viennent le remettre dans un système, puis ils viennent t'en remettre une nouvelle, là. Donc, je me c'est pas un processus qui prend 2 minutes, là, mais j'imagine que pour les gens qui disent ben moi, je ne peux pas attendre 45 minutes pour avoir full charge, puis j'ai besoin d'une batterie, ben, là, là. il y a un premium à payer, j'imagine, pour pouvoir utiliser ce genre de service-là, pour dire OK, bon, ben, mets-moi une batterie flambant neuve, là, tu sais. Fait que, c'est fou. Mais de toute façon, on parle de ça, mais c'est la même chose. Là, moi, je l'ai toujours dit pour les véhicules automobiles. Il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, mais l'autonomie, l'hiver, c'est compliqué, tout ça. Mais on est au modem 56K du véhicule puis de l'autonomie automobile. Je veux dire, bientôt, on va être dans l'autre vitesse, puis on n'en parlera plus. Puis moi, je pense que c'est dans un horizon de 3 à 5 ans, là. Mhm, Donc, mhm, mhm. donc c'est ça, il faut juste être patient. Pour les auditeurs plus jeunes, Modem 56K, c'est l'Internet d'avant, là où lorsque tu étais sur Internet, maman ne pouvait pas décrocher le téléphone dans la maison. Voilà, c'est ça. Vous irez googler ça ou search GPTC, ça. Ouais, ça vaut la peine. J'ai peut-être 2, 3 petites affaires. Est-ce que tu en as de ton côté? Veux-tu qu'on valse là-dedans? Il te Ouais, reste-tu, ouais. Ben, moi, il m'en reste peut-être une. Vas-y. C'est la compagnie Anker, que moi, je connaissais Ouais, go. davantage pour tous les écouteurs et tout ça. Ils ont quand même réussi à percer un peu dans ce marché-là. Et c'était plus dans les petites techs, disons, intéressantes, un peu
qui sortait un peu champ gauche. Anker a lancé un appareil, dans le fond, qui est un parasol, qui permet de recharger avec la recharge solaire des petits appareils, autant des appareils avec une connexion traditionnelle comme vous et moi, on a pour se brancher dans le mur, que, évidemment, avec des ports USB pour recharger différents appareils électroniques. Donc, vraiment intéressant parce que ce que j'aimais, j'ai pris ça, j'ai montré ça tout de suite à ma conjointe autour de moi, puis le monde était comme « Hey, wow, c'est vraiment une bonne idée! » Donc, ça a fait un peu le même effet chez moi de dire, ben, c'est vrai, quand on va à la plage, ben, on veut utiliser assurément un parasol, puis on a souvent des appareils avec nous. Aujourd'hui, tout le monde à la plage traîne son cellulaire et essaie de le cacher à quelque part pour pas qu'il prenne trop chaleur, mais on l'utilise que ce soit pour mettre de la musique, etc. Donc, l'idée d'avoir quelque chose qui nous permet de recharger ces appareils-là alors que justement on est exposé au soleil, littéralement, ben, c'est juste un cas de figure qui, à mon sens, est super intelligent. Aussi, parallèlement à ça, ils n'ont pas juste lancé le parasol, ils ont lancé une glacière qui s'appelle Everfrost. C'est une glacière qui permet, dans le fond, de cumuler avec sa batterie jusqu'à 55 heures, dans le fond, de fonctionnement. Donc, quand même cool. Donc, l'idée, tu pars à la plage, tu amènes des trucs froids. Tu veux t'assurer à ce moment-là que tes breuvages ou ta nourriture, parce que tu te fais un petit lunch, ça reste au froid, 55 heures d'autonomie, c'est pas rien. Puis évidemment, la Everfrost aussi a la possibilité là, de se recharger d'un point de vue solaire. Donc, tu sais, il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Puis Anker aussi a lancé l'équivalent de ce qui est le Powerwall de Tesla. Ah, OK, ben c'est ça. Ah, c'est ça que. OK. C'est une petite centrale électrique portable de 767 Powerhouse qui s'appelle. Donc, ça aussi, là, ça va être disponible là, à partir de mars. Là. Donc, ça lance un peu là, vraiment dans l'idée d'avoir de l'énergie à porter. C'est un peu ça, les trois annonces. Là. Donc, quelque part, le parasol, donc, monsieur tout le monde à la plage, de traîner sa glacière, puis de conserver, dans le fond, l'accès à l'électronique. Et là, le Powerhouse qui devient notamment une station aussi électrique que tu peux traîner avec toi avec une bonne capacité. Là. Te rappelles-tu un des plus gros flops de l'histoire de l'humanité sur Kickstarter, qui était un Kickstarter cooler fail? Je me souviens vaguement de ça, oui, ça me dit quelque chose. Cette affaire-là. OK. Ça avait planté solide. Ouais. Il avait ramassé 13 millions avec 62 000 backers. Ouais. Puis personne, je pense, a reçu le device ultimement. La promesse de ça, c'était de se dire ton couleur, ben c'est ça, il peut se recharger, il y a une batterie, il y a un frigidaire, il y a un blender. Un malaxeur, il y a des speakers, il y a tout, mais ça avait vraiment flanché. Bref, je suis content de voir que toi, de ton bord, on voit cette année là, avec Anker quelque chose de peut-être plus épuré et fonctionnel là, qui ne va pas flancher. Oui, ben, tu sais, là, on parle d'Anker. Donc, tu sais, c'est quand même un fabricant qui en a derrière la cravate, c'est une première expression. Fait que, tu sais, c'est pas quelqu'un qui a une bonne idée sur Kickstarter puis qui s'essaie. Fait que, tu sais, je pense que c'est un produit qui risque d'être pas mal plus intéressant à tester, là, clairement. Hey, moi, Anker, là, pas tant, mais je suis pas une compagnie que j'ai été proche d'eux. Oui, ben écoute, moi, j'en ai souvent entendu parler comme étant une solution, tu sais, quand tu aimes justement les produits électroniques, que ce soit les appareils, tu sais, mettons les gens qui disent, ah ben moi, je vais m'acheter des écouteurs Apple, etc. Il y a beaucoup de monde qui dit, ben moi, je n'ai pas les moyens. Puis du côté de Anker, on a un bon rapport qualité-prix souvent. Là. Donc, vraiment des produits qui sont bien faits, qui ne sont pas trop laids. Donc, c'est pour ça que moi, je connaissais un petit peu déjà pour avoir acheté des écouteurs de cette compagnie-là. Puis j'avais été agréablement surpris dans le fond de la qualité. C'est cool. OK. Bon, ben, une compagnie à garder proche, je vais aller voir un peu ce qu'ils font. Mais c'est ce que j'aime du CS aussi, c'est que, tu sais, oui, des fois, on fait des grandes annonces, puis on va dans le gros théorique, tu sais, puis tout ça, que des fois, on va plus dans le pratico-pratique, puis qu'on arrive avec un petit produit tout simple, un parasol. Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez simple. Puis on réussit à faire un coup en disant, hey, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée de mettre
solaire dans un parasol, tu es sur la plage. Absolument. Donc, puis que ça sert justement à alimenter des appareils qu'on amène avec nous. Fait que je trouvais que l'idée était absolument brillante. Très cool. Belle découverte. Brillante. OK. On est sans dévoiler la date, on est lundi quand même. Là. Mon café est pris, mais je n'étais pas prêt. OK, cool. Sinon, moi, ce que je veux te montrer en rafale, écoute, ça a fait jaser, là, partager la Electric Salt Spoon. Je ne sais pas si tu as vu parler. Oui. Ben, ça avait déjà fait parler avant, je crois. Ouais. C'est pas la première fois que j'en entends parler. Fait que là, c'est peut-être plus le lancement officiel au CS. Ouais. Je sais pas, je savais pas d'où ça partait puis à quel point ça fait longtemps que ça existait, là, mais on parle d'une cuillère qui simule le goût du sel. Donc, c'est vraiment pour ceux qui ont, on voit ici un commentaire d'un user sur TikTok. Là, étant quelqu'un qui aime beaucoup ça, saler des affaires, mais avec un historique de problèmes du cœur et beaucoup de pression du cœur, c'est vraiment pour moi. En ce sens où il y a une petite impulsion électrique qui est lancée sur la langue lorsqu'on mange. Somehow, j'imagine qu'on ne doit pas sentir un choc de 2,40, là, c'est pas la même game. Mais c'est une petite impulsion qui va, semblerait-il, venir allumer la langue ou les papilles gustatives pour simuler le sel. On voit ici, il montre une lumière jaune. Je pense que tu as jaune, tu as rouge, jaune, vert. Là, fait que tu as des degrés d'électricité et de niveau de salé dans ta bouche. OK. Ultimement, je veux dire, on fait de tout. Là. C'est une petite découverte que j'ai vu aller. Clairement, peut-être j'espère que je n'aurai pas besoin de ça un jour parce que j'aime bien saler mes affaires, mais j'espère que ça ne va pas me causer des problèmes de santé. Mais sachez que ce genre de device-là existe aussi. Hein. Non, c'est vraiment très intéressant, clairement. Puis comme ça le dit justement dans les commentaires sur le TikTok qu'on présente, c'est qu'il y a des gens qui ont ils sont simplement d'un point de vue médical, ils n'ont pas la possibilité, ils ont des troubles avec le sel. Donc, dans ce cas-ci, ça permet tout simplement de pouvoir retrouver le goût, mais sans avoir les éléments négatifs qui viennent avec. Là. Exactement. Fait que, Beau petit produit funky. Intéressant à ce niveau-là. Sinon, peut-être je t'en fais un dernier qui est tombé sur mon radar. Écoute, ça peut paraître niaiseux. Voici une boîte orange. Tu sais, toutes les batteries qu'on a à recharger dans la vie. Donc, ça, c'est une station de recharge. Tu mets tes batteries, peu importe le sens, peu importe la polarité, on s'en fout. Ils vont tomber du bon côté, vont se faire recharger. S'il y en a qui sont plus bonnes, ils vont tomber dans un petit couvercle, une petite section grise, ils sont plus bonnes, ils ne fonctionnent plus. Mais s'ils sont encore bonnes, ils tombent en bas. Donc, c'est une petite station qui va perpétuellement charger tes batteries une à l'autre. Puis tu vas toujours avoir des batteries qui vont être là et prêtes à l'utilisation. C'est pas révolution. Je trouvais ça coquin comme petit device plutôt que d'avoir. Est-ce que je l'utiliserais? Je ne sais pas. Écoute, moi, tout de suite, là, je vois ça, puis c'est comme take my money. Là. Ouais. C'est comme, oui, clairement. Là, c'est quand même intéressant, c'est facile. Tu mets les batteries en haut, ça roule là-dedans. Les batteries qui sont chargées sont disponibles. Celles qui sont. Le fait d'avoir aussi un retour sur elle est plus bonne. Moi, je pense que c'est vraiment très chouette. Là. Oui, puis on parle donc d'un device de la compagnie Olight et le device OS Station, je pense. Ouais, OS Station. Et on parle d'une compagnie canadienne, by the way, Regina Canada, donc avec le dos qui est là, qui vient du Canada. Donc, très cool. Fait que ça m'avait un peu fait sourire. Je serais curieux. Ne serait-ce que la gestion des batteries dans une business où vous êtes 60 ou 80 personnes à changer des batteries continuellement de vos petites souris. Là. Moi, je me souviens que j'ai travaillé dans des entreprises où c'était un peu le bordel. Sont où les chargeurs? Ah, celle-là, es-tu bonne, es-tu pas bonne? Tu garoches dedans, puis ça se gère tout seul. Beau produit qui peut être utilisé au niveau du corporatif. Puis. Belle petite trouvaille. Exact. Sinon,
une paire de... One more lasting? Ouais, ça va ressembler à ça. Une paire de binoculaires, des longues vues, des jumelles qui sont capables d'allier un peu la réalité augmentée. Astronomie. Oui, c'est ça. Astronomie, où ils vont être capables de. Tu prends ta paire de longue vue, tu regardes dans le ciel étoilé, ils vont toutes te taguer les étoiles qui sont là. Tu regardes dans un paysage en hiking, il va être capable de tout te mapper ce qui est autour de toi. Les Donc, une montagnes, espèce. etc. Tout ça. Très Exact, les oiseaux, tous les trucs. Fait que, une espèce encore là, on mixe des technos qui existent déjà, mais dans un use case qui peut être intéressant. À voir, ça va-tu vraiment arriver à suivre, mais c'est un petit produit qui me semble intéressant. Je n'ai pas vu le prix, par contre. Ça ne doit pas être juste 25$ effectivement. Non, c'est ça. mais effectivement, super intéressant pour le outdooring, les gens qui font des activités en plein air. Là, je pense que ça peut être un beau petit plus à ajouter là, à son matériel. Exactement. Écoute, ouais. On s'était dit qu'on faisait un tour de CS, mais qu'on se gardait aussi un peu de temps pour parler d'un sujet qui, moi, m'a fait beaucoup réagir en début 2025. Dans le fond, on sait, ben là, déjà, on regarde d'un point de vue climat politique, ça brasse beaucoup entre le Canada et les États-Unis. Puis à l'annonce, justement, à quoi on est à quelques jours, là, justement, de Trump qui va finalement passer au pouvoir. Puis tout ça pour dire que si je ramène ça à la tech, ben, premièrement, il y a eu bien des gens qui ont été surpris de voir là, que après les élections, il y a différentes compagnies technologiques qui ont fait des donations, dans le fond, à Trump, comme pour montrer quelque part qu'il voulait, comment dire, montrer qu'ils sont de son bord. Je ne sais pas s'ils sont de son bord ou je ne sais pas si c'est de, comment dire, j'ai pas pris le temps de regarder, mettons, dans l'histoire, est-ce qu'à chaque fois que ça se passe, c'est un peu le modus operandi qu'il y a toujours des compagnies qui vont donner de l'argent aux partis. J'imagine que c'est pas une chose courante. Mais le joueur qui m'a un peu plus fait réagir là-dedans, c'est Meta. Donc, dans un premier temps, ouais, merci. C'est exactement c'est toi qui me l'as envoyé d'ailleurs. On salue Pascal Breton-Fagui, qui est un ancien collègue chez l'UBO, là, qui fait la promotion de bonnes opinions tech régulièrement. Fait que c'est ça dont tu fais part là, présentement. Fait que c'est ça, on a 5 grandes compagnies, Apple, Meta, Amazon, OpenAI et Uber, qui ont donné chacun 1 million au fonds inaugural, dans le fond de Trump. Donc, quand même assez surprenant, mais pas tant. Mais ce qui est étonné au-delà de ça chez Meta, c'est 2 annonces, en fait, qui ont eu lieu coup sur coup. La première a été l'abandon, en fait, de son programme de ce qu'on appelle le fact-checking. Ouais. Pour aller vers un modèle qui apparemment va aller se croiser avec ce qui existe chez X, qui s'appelle Community Notes, donc qui est plus user-generated, si on peut dire. Donc, vraiment, c'est les utilisateurs qui le gèrent. Donc, ça l'a levé là, des boucliers énormément. Si on pense déjà ici au Canada sur l'enjeu qu'on a avec Meta et Facebook, sur le fait que nos médias actuellement se retrouvent pas sur la plateforme. Donc, déjà là, on ne se le cache pas que les médias sont souvent une source importante pour permettre aux gens de contrebalancer certains faits. Donc, ça a levé là, énormément d'inquiétude de voir là, que Meta se retrouvait 8 ans plus tard, après que Zuckerberg soit passé devant le Congrès à s'excuser, à savoir que sa plateforme était effectivement une cible très importante et une source importante de désinformation. Gros changement, quand même. Changement en plus qui était accompagné, puis c'est pas ça le deuxième volet, mais ça fait plus partie du premier volet, mais que le très controversé Dana White, qui est le président de la UFC, OK. se retrouve nominé au conseil d'administration de Meta. Donc, exact. Quand même assez. Fait que là, on fait comme OK, bon, c'est un add-on. Ça arrive comme ça. Les gens, le fact-checking, bon, coudon, ils décident d'aller vers quelque chose de plus community-driven. Puis, Dana White, c'est un peu étrange. Là, tu fais comme bon, mais en même temps, tu regardes un peu comment Zook
agit ces derniers temps. Il tripe beaucoup sur les arts martiaux. Il y a peut-être un peu de ça qui fait qu'il s'est mis chum avec Dana White puis il l'a invité sur le board. Et là, arrive une deuxième grosse annonce. Puis tu me coupes, hein, si tu veux. Non, vas-y, ben, je t'écoute, là, ces affaires, je ne savais pas nécessairement. C'est que Meta aussi a coupé son programme DEI, donc qui est un programme de diversité, inclusion, équité, littéralement. Donc, qui a donné une entrevue vraiment étrange à Joe Rogan en plus, où là, vraiment, fait un peu l'apologie, puis un peu avance que la masculinité est importante et plus importante dans le développement tech. Quand même un coup. La masculinité est Ouais, plus c'est importante dans le comme développement tech. si, tu sais, la façon dont il cherche à présenter ça, c'est que une plus grande dose de masculinité dans le staff et dans le développement de la tech, c'est souhaité. Quand même assez impressionnant comme ouais, c'est ça, masculine energy, exact. Tu trouves le. Donc, c'est pas une petite. C'est pas un petit statement, là. C'est quand même gros venant de Zuckerberg. Puis, c'est quand même drôle parce que si on observe Zuckerberg entre ce que justement je vous disais, il y a 8 ans, est habillé en veston-cravate, est un petit gars propre, il se présente devant le Congrès, puis il fait des excuses. Aujourd'hui, il fait comme Hey, fact-checking, moi, pas besoin de mettre de l'argent là-dedans. Hey, Dan, viens faire un tour sur le board, puis tu sais quoi, la diversité, le DEI, on s'en fout. Là, Diversity, Equity, Inclusion, on n'a pas besoin de ça, on coupe ça. Fait que moi, ce qui me fait peur, c'est que je sens une certaine radicalisation, si je vais dire, le mot est peut-être fort, là, où on voit un petit peu plus le vrai Zuckerberg aujourd'hui, je pense. Justement, puis je pense qu'il se le permet parce que avec Trump qui arrive au pouvoir, ben, on dirait qu'il se dit ben, ça passe mieux. Il y a toujours bien 50% de la population qui sont prêts à adopter des idées relativement extrêmes, puis un discours plus extrême. Fait que pourquoi est-ce que moi, je serais le gars qui justement joue dans le politically correct? Ouais. C'est comme s'il avait décidé là, littéralement d'enlever son veston. Puis là, ben, Coming out, là, exact. This is who I am. Là. Fait que c'est quand même pas rien. Je trouve que ça ébranle beaucoup les fondements de Meta, puis de ce que moi je considère de Facebook, puis de ce que j'en vois. Là. Je ne sais pas toi comment tu reçois ça, là, mais notamment par rapport à Facebook, j'entendais dans un média ici, il racontait là, que dans les journées suivant l'abandon du fact-checking, puis cette annonce-là par rapport au DI, on pouvait voir dans les recherches les plus populaires sur Google qu'il y avait Quit Facebook. Ouais, c'est ça. C'était la requête la plus demandée, la plus grosse courbe, dans le fond. Fait que je me dis, ben écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas les seuls à réagir. Parce que des fois, tu te dis, ben, je suis tout seul dans mon coin à penser ça. Mais clairement, ça brasse énormément chez nos voisins, chez l'oncle Sam, puis de voir qu'un géant qui a une main mise, et en fait des géants, parce que là, on parle de Elon Musk, on parle de Mark Zuckerberg, puis on parle du pouvoir politique. Fait que là, on a un genre de trio quand même assez, même si dans les faits, là, on ne parle pas de Zuckerberg et de Elon Musk intimement liés directement. Mais écoute, ces trois-là travaillent ensemble. Là, je veux dire, ils ont la balance du pouvoir entre les mains. Là, big time. Là. Et c'est à se questionner dans quelle mesure est-ce qu'avec ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est peut-être pas un peu dangereux. Là. Ben, c'est sûr que là, si. Puis on spécule, mais tu sais. Oui, je spécule à fond. Là. Non, mais tu sais, s'ils sont. Puis là, je regarde Trump dans le portrait, s'ils sont autant copains-copains et copains-copains plus que jamais ensemble, c'est une espèce de force team, une force SWAT team assez dévastatrice. Tassez-vous de là, ce qui décide, c'est ça qui va se passer. Tu as deux des hommes les plus puissants au monde. Tu as un gars qui a l'argent, qui est Musk. Tu as Zuckerberg qui a énormément d'argent aussi, mais qui a aussi
un accès à l'information absolument incroyable. Mhm. Puis de l'autre côté, tu as Trump qui a le pouvoir de faire des changements importants, autant au niveau américain qu'au niveau mondial, littéralement, pour le pouvoir qu'il cherche à exercer, parce qu'on en a la preuve là, avec ce qui se passe avec le Canada, puis sa lubie ou son détournement d'attention, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec ça, mais de dire qu'on pourrait être le 51e État américain, mais tu sais, c'est quand même épeurant un peu, je trouve. Tu sais, c'est comme ouf. Moi, je trouve que ça me laisse une petite froideur dans la nuque, un peu, de Ouais, dire ouf. ouais. J'ai hâte de voir quelles seront les 4 prochaines années. Puis j'aime pas ce que je vois déjà. Décidément, assurément, ça va brasser. Ça ne sera pas un long fleuve tranquille. C'est sûr que non. D'où même, puis là, sans trop se lancer là-dedans, mais je trouve ça quand même vraiment intéressant, c'est que nous, dans un contexte politique où nous, au Canada, on va être à élire notre prochaine tête d'affiche, Ouais. notre prochain premier ministre. J'écoutais une des reporters politiques à Radio-Canada, tu as peut-être vu passer, là, elle est tout le temps là, je ressortirai son nom tantôt, mais elle disait, tu sais, ça va beaucoup se jouer. La prochaine élection au Canada va se jouer sur est-ce que nous, en tant qu'électeurs, on pense que la personne qui se présente a le leadership de faire face et la colonne. Tu sais, on dit en bon québécois un pas de colonne. Là. Mhm. Un pas de colonne, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se tenir droit et debout puis faire face à un monsieur Trump, là, le teint basané de 45 de soleil depuis 2 semaines, là, ben, mais qui a une poignée de main de fer et qui décide ce qu'il veut. Ben, nous, est-ce qu'on va être capable d'élire quelqu'un qui va être assez un vis-à-vis en équivalence, là, puis pas rabaissé là, de notre côté. Fait que il y a ça qui va être qui va jouer dans la balance de notre côté. J'ai bien hâte de voir la tournure que ça va prendre par rapport à ça. Ouais. Euh, L'autre truc, c'est puis je parlais avec Jamie Lee hier de ça, comme si c'était ma grande amie. Là. Puis je disais, puis j'ai dit qu'est-ce que t'en penses, toi? Puis elle était très nuancée sur est-ce que ça prend de la modération ou tu laisses ça let loose, puis tu laisses le monde s'autogérer. Elle disait qu'il y avait du bon puis du mauvais dans les deux. Elle était extrêmement équilibrée dans sa réponse. J'ai dit, c'est à cause qu'on t'entraînait à être équilibré, toi? Elle dit oui, en effet, mon dataset m'aide beaucoup à être très équilibré dans mes réponses. Mais c'est ça, est-ce que moi, Simon Légaré, je suis pour des communautés en ligne qui sont modérées à 100% par une team d'humains qui ont un playbook de qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se dit pas. Ou moi, Simon Légaré, je suis du genre, ben, tu sais, la vie, tu sais, la jungle, là, t'as pas quelqu'un qui te protège tout le temps, là. Fait que, tu sais. Non, mais en même temps, tu y vas avec les outils que tu peux avoir aussi. Tu sais, tu Une vas pas y machette aller. une C'est ça, machette dans les- tu vas pas y aller avec rien dans les mains. Fait que, tu sais, moi, je pense que, en tout cas, sans prétendre avoir la réponse, moi, ce que j'aimais de ce qu'il y avait en place jusqu'à maintenant, c'est qu'on vivait dans de l'hybride, là. C'est-à-dire que à la fois, on avait effectivement des équipes avec un playbook. D'un côté, on avait une certaine couche qui était comme prélevée au début, ne serait-ce que par la communauté elle-même, puis par rapport à des fonctionnalités qui étaient en place, etc. Ouais. Donc, est-ce que c'est une bonne idée maintenant de dire, ben, on va mettre toutes nos billes dans le 100% community, puis on va enlever la science, parce que c'est un peu ça qu'on enlève, parce que, tu sais, ultimement, ce qu'on faisait, c'est, pour certaines choses, on allait voir des chercheurs, on allait voir des scientifiques, on travaille avec l'université, etc. Donc, des gens qui, techniquement, on juge qu'ils sont crédibles et qui sont capables de faire appliquer les choses d'une façon socialement acceptable, tu sais. Mhm. Mhm. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est que j'ai hâte de voir. Écoute, de mon côté, je trouve que tout ce qu'on a tenté de garder libre en ligne puis sur les médias sociaux, euh, puis rapidement, en tout cas, ça va prendre des bons mécanismes pour faire en sorte qu'on puisse gérer ça pour pas que ça devienne un n'importe quoi, tu sais. Ouais. Puis il faut que les gens aient envie de le faire aussi. Fait qu'un Puis, hybride, viser un en tout hybride. cas, moi, j'aimais bien le côté hybride qu'il y avait actuellement, puis le fait de passer à
à du 100% community, mettons, ou du beaucoup community, ça m'inquiète. J'ai vraiment hâte de voir. Déjà que je trouve qu'il y a des enjeux importants au niveau de la désinformation, qui sont loin de se régler. Donc, j'ai pas l'impression que ça va juste nous amener dans une période trouble où ça risque peut-être d'exacerber encore plus la désinformation. Puis je pense que c'est pas ça qu'on veut. Au contraire, c'est on veut comme idéalement ramener ça sur OK, ben là, faites attention les amis. Là, tu sais. Absolument. C'est une bonne. C'est un sujet pas évident, tu sais. pas évident, c'est ça. Il y a du politique, il y a de l'humain, il y a du social, il y a de l'affaire, il y a beaucoup là-dedans, tu sais. Mais bon, je pense que ce qui m'a amené justement à amener ce sujet-là particulièrement, c'est quit Facebook. C'est-à-dire, c'est comme, OK, ben, ça donne que je pense que les gens ont eu le même réflexe. Tu sais, je veux dire, moi aussi, j'y ai pensé. Là. Tu sais, mon premier réflexe, ça a été de peut-être que je pourrais juste garder Messenger. Tu sais, je veux garder le contact, je veux être capable d'envoyer un message aux gens, mais tu sais, dans le fond, je peut-être mieux de ne pas consommer de contenu là-dessus. Tu sais, parce que de toute façon, le contenu que j'y vois, si je parle de Meta et de Facebook plus précisément, ben, de moins en moins intéressant. Là. C'est de la dompe. Le Facebook, c'est pas cool, là. C'est pas cool. Là. Mais je le garde. Pourquoi? Parce que mes amis sont là, puis il y a des gens que je vois moins souvent. Fait que c'est une façon, une fois de temps en temps, peut-être d'avoir un petit coucou, puis de se rappeler qu'il faudra peut-être que je rappelle un vieux chum. Tu sais, fait que Non, écoute, ça va être à surveiller. Vraiment. J'ai pensé énormément de fois à juste garder Messenger. Là. Sinon, ça me donne quoi nécessairement? Mais encore là, il faudrait que la masse se rallie à quitter pour vrai. Parce que c'est ça. Il y aura toujours le cercle social présentement est encore beaucoup là. Fait que ça prendrait un exode massif là, pour que ça puisse bien se faire. Là. C'est ce qui donne aussi l'indication à quel point c'est une plateforme qui est puissante. Tu sais, dans le sens où on le sait qu'en ce moment, c'est pas beau. Mais on se dit, mais ouais, mais je ne peux pas vraiment quitter. Là. Exactement. Super sujet. C'était important d'en parler, puis j'étais totalement d'accord là, quand tu as lancé l'idée d'annexer ça au CES, là, parce que ça fait couler beaucoup d'encre, puis ça n'a pas fini d'en faire couler. Fait que on continue de garder ça en mire là, pour vous. Là. Absolument. Oui, vraiment. Fait que c'était un peu, un bon wrap-up, Joe. Je pense que c'est notre longest show ever, je pense. Je pense qu'effectivement, oui. Yeah. C'est parfait. Pour ceux qui sont encore là, merci d'être encore là, de nous écouter. Ça va faire plein de belles clips intéressantes aussi. Bref, CES, toujours aussi pertinent quand on sait discerner les trucs importants, des trucs qui ne le sont pas nécessairement. Beaucoup de belles annonces, comme on vous a parlé. Puis bon, le portrait de la désinformation, le portrait des réseaux sociaux, qu'est-ce qui est modéré, qui ne l'est pas. C'est en pleine mouvance. Oui. On n'a pas fini d'entendre parler. Totalement. Puis je pense qu'on va s'assurer de notre côté là, de vous tenir informés justement sur cette mouvance-là, sur ce qu'on voit. Puis je veux dire, on n'a pas toutes les, les ballons nécessairement. On essaie de rester équilibré là-dedans, mais si vous avez des perspectives qui sont différentes, dire, ben non, justement, c'est une bonne chose pour telle raison, etc., ben on est toujours super ouvert à vous entendre ou à vous lire. Fait que gênez-vous pas de nous challenger là-dessus. Puis si vous avez des sources, évidemment, parce qu'on veut que ce soit aussi basé sur des sources, on serait bien content de vous lire particulièrement là-dessus. Là, fait que gênez-vous pas. Yes, parfait. Merci tout le monde. Merci, Joe. C'est parti pour Intersection 2025. Exactement. Le bal est parti. Bonne semaine. Yes, toi aussi. Bye.